1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Sur Taxi FM, l'info roule. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse, la grande messe de vendredi, c'est avec Abi Alpha Izotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Carrington Ouella, le patron du journal Voz Populi. Fabrice Pechesi, le patron du journal Libéral. Et Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative. Ensemble, nous commenterons et analyserons les grands sujets de l'actualité de ces derniers jours. Vous comprenez que nous reviendrons sur les derniers développements de l'actualité politique au Togo. En l'espace d'une semaine, il est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses entre donc les visites de Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron au Nigeria et la déclaration recadrage, on peut le dire, du professeur Alpha Condé de la Guinée. Mes confrères poseront leur analyse sur le sujet. Pourquoi Moustapha Midjiyawa décide de fermer la morgue du CHU Sylvanus Olympio sans mesure préalable réelle? Dans l'opinion, la décision passe mal. On va en parler ici. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères. Juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Il y a le quotidien Liberté, je le dis parce qu'on en a parlé largement ce matin. Le quotidien Liberté, il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative, il y a l'hebdomadaire L'Humanité qui pose une question quand même, en tout cas qui dit que un grand danger pour l'avenir du pays, la politique d'exclusion. L'Humanité à lire dans les kiosques ce matin. Il y a aussi Harakiri qui est aussi dans les kiosques après l'expérimentation réussie à la Coupe du Monde. La Goal Line technologie et la vidéo bientôt utilisée aux Evala. Enfin, j'imagine c'est pour rire un petit peu avec Harakiri. C'est un journal satirique. Vous lirez l'article dans le journal. Voz Populi est aussi dans les kiosques. On va en parler tout à l'heure avec Carrington Ouella. L'éveil de la nation. Il y a le quotidien Togo Matin. Vous avez le bimensuel Le Mérite Sportif. Il y a l'hebdomadaire Le Changement qui est dans les kiosques ce vendredi. Le Canard Indépendant qui parle aussi d'Emmanuel Macron. Le statu quo n'est plus possible pour le Togo, a déclaré le président français. Le confrère a fait un article à ce sujet. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil et le BIM hebdomadaire L'Union pour la patrie. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha Izotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Bonjour à toi, bonjour à ta rédaction, à tous les confrères autour de la table et à la rédaction de la Gazette. Qui est toujours là pour nous garder en image. N'est-ce pas, hein? La Gazette du Togo. Merci beaucoup à Abi. Bonjour à Fabrice. Bonjour à toi Eric, bonjour également à tous les auditeurs et bonjour aux confrères ici présents. Vous nous avez manqué quand même. Hein? Oui, c'est vrai. Vous m'avez manqué également. Bonjour Carrington Ouella. Bonjour Eric. Bonjour aux amis au studio et aux passagers du taxi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous les confrères présents. Abi, vous m'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, que vous voulez faire un coup de gueule. Un coup de gueule parce que la prison civile de Tchévier est devenue un Guantanamo au Togo. Ouais, j'avais fait d'ailleurs un article là-dessus hier. Ouais, merci pour cette opportunité. Hier, nous en avons fait un sujet d'article. La prison civile de Tchévier, je ne veux pas trop m'appesantir sur quand est-ce qu'elle a été construite, mais elle a été construite pour détenir 55 prévenus. Actuellement, ils sont là-bas à 265. Donc, 265. Ouais, nous savons que beaucoup de nos prisons de Lomé partout. C'est de la surpopulation. De la surpopulation, mais là-bas, c'est un peu écœurant et ça va au-delà. Ça s'apparente plus ou moins à des séances de torture quand la nuit tombe parce que on pousse des détenus comme du cheptel à battre qu'on met dans les cellules et ils sont obligés d'être debout toute la nuit. Et quand vous envoyez, par malheur, on envoie un de vos proches là-bas, 2, 3 jours, 4 jours, vous allez le rendre visite, ses pieds sont déjà enflés. Donc nous, on pense que c'est vraiment de la torture. Et puis, c'est quand le lendemain, les geôliers viennent les libérer des cellules, ils sont dans la cour, toute la prison
j'ai visité là-bas au moins 2 ou 3 fois. Je pense que la prison ne dépasse pas, à peine ça fait un demi-lot. Quand les bâtiments et la cour font à peine un demi-lot et que ça doit contenir 200, ce sont 5 personnes, vous faites une idée de ce que ça peut être. Donc c'est quand il fait jour, les gelées les libèrent que dans la cour, qui adossé à un mur, qui adossé à un tronc d'arbre, essaie de récupérer un peu de ce qu'ils auraient pu faire la nuit. Donc c'est vraiment de la torture. On sait qu'il y a ça partout, mais de grâce que l'administration regarde un peu vers ce centre de tête. Et ça fait que les morts, ça se multiplie. Les gens n'en parlent pas, mais vraiment, c'est vraiment triste ce qui s'est passé là-bas. Fabrice, cette histoire de surpopulation de nos centres de détenus, de rétention, de détention, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas un véritable problème? On avait dit entre-temps dans ce pays qu'on devrait quand même alléger cette souffrance à ces détenus, qui ont aussi des droits. Oui, mais dans un pays où les gens payent pour leur santé à l'hôpital, ils n'ont pas de place, il y a surpopulation. Dans un pays où les élèves payent pour suivre l'enseignement dans des classes également, il y a des effectifs pléthoriques. Je ne sais pas s'il faut se plaindre. Ça ne vous étonne pas? On devrait commencer par la prison ou les écoles et les hôpitaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème de prévision. En ce qui concerne toutes ces structures censées accueillir du monde. Et naturellement, quand vous prenez même c'est valable pratiquement pour tous les lieux de détention, peut-être à l'exception des dernières qui ont été construites, notamment celle de Palimé. Sinon, quand vous prenez celle de Lomé, je crois qu'on va vous dire que c'était fait pour 500 personnes environ, et aujourd'hui ça va au-delà. Peut-être que c'était construit au moment où la population était à 2 millions 500. Aujourd'hui nous sommes 7 millions et il n'y a pas une nouvelle... je ne sais pas s'il faut encourager l'État à construire de nouvelles prisons. Bon, de toutes les façons, comme on le dit, on est tous... S'il n'y a pas de place, il faut en construire. Oui, il faut en construire parce que ça pose un problème de droits de l'homme. Et donc, vous allez voir, généralement on dit que nous tous, nous sommes des potentiels prisonniers. Même si on ne souhaite à personne de passer par là, tout le monde peut s'y retrouver, aussi bien le dernier citoyen jusqu'au sommet de l'État, on peut à tout moment se retrouver là. Donc, généralement, ce n'est pas quand même des endroits où on peut considérer que vous allez pour être puni. Et c'est des hommes qui sont là-bas, il faut y penser. Je crois qu'au-delà de la prison de Tchévier, parce qu'aujourd'hui le problème de Tchévier, c'est que pratiquement c'est contigu à Lomé et le débordant des prisons de Lomé, ça se retrouve là. C'est pour cela aussi il y a eu Palimé et tout cela. Donc je crois qu'il faut trouver à plusieurs reprises quand même les organisations de défense des droits de l'homme ont quand même tiré la sonnette d'alarme pour décongestionner les prisons, mais généralement ça passe plutôt par des remises de peine ou bon, peut-être qu'on libère les petits malfrats pour garder les petits voleurs de poules qui reviennent juste le lendemain également, malheureusement. Donc ça pose un problème, il faut planifier cela de telle sorte que c'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation pour éviter d'avoir trop de prisonniers, mais dans tous les pays, les prisons, ça existe, donc il faut également tenir compte pour que ceux qui vont en prison ne ressortent pas avec des maladies qu'ils n'avaient pas avant d'y aller. Ça pose un réel problème de droits de l'homme et je crois que c'est un cri de détresse qui mérite d'être fait. Et aujourd'hui, je me rends compte quand même que il y a eu quand même des partenaires qui ont mis la main à la poche, oui, bien sûr, à plusieurs reprises. À Palimé, par exemple, on a construit parce que la première fois où moi je suis entré en prison, pas parce que le juge m'a envoyé là, mais en tant que journaliste pour rendre visite, c'était sous Edem Kodjo en 2005, je crois, où on nous disait que les conditions de détention ont été améliorées. Et il y avait une visite de terrain, nous y étions, mais ce qu'on a vu, je me suis tout de suite posé la question de savoir comment c'était. Et maintenant que nous on rentre au moment où c'est amélioré, c'était quand même difficile. Et je crois qu'il faut se pencher là-dessus. Parfait. Carleton, peut-être un mot là-dessus? Fabrice l'a dit, nous sommes tous potentiellement des prisonniers. Il suffit de faire un petit tour dans une prison partout au Togo pour se rendre compte des conditions de vie de ces gens-là. Mais aussi derrière, il faut aussi reconnaître que c'est pas tout le monde qui est coupable aussi dans les prisons.
Parce qu'il y en a aussi dans les prisons qu'on n'a pas encore jugé. Bien sûr. Il y en a encore dans les prisons dont la culpabilité n'a pas été définie par un juge. Donc, qui sont présumés innocents ou présumés coupables. Mais s'il faut en ressortir avec des séquelles qu'on n'avait pas en entrant, ça pose un véritable problème. Parce que si après, cette personne venait à être acquittée, et il se passe quoi? Il se passe quoi? Voilà, qui le dédommage après? On pourra le dédommager avec des francs CFA, mais la santé étant très difficile. C'est ce qui fait que des gens qui font déjà 2-3 ans, quand ils sortent de la prison, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça, la santé, c'est pas ça, et voilà. Mais il faudrait véritablement éduquer pour ne pas arriver. Mais il faudrait aussi revoir sérieusement notre système juridique. Le système judiciaire au Togo fait en sorte que des gens, comme je le dis, moi j'insiste énormément sur ceux qui y sont, qu'on n'a pas encore jugé, parce que des gens font 4, 5, 6 ans, et après quand on vient les juger, pour éviter de dire qu'ils ont passé du temps pour rien, bon, on essaie de leur coller, voilà, on essaie de leur coller les 4, 5 ans, et ils se retrouvent, on annule tout. L'État est désengagé. Donc il faudrait véritablement revoir cela. Je crois qu'il y avait eu des audiences foraines auxquelles nous on avait assisté pour permettre à ces gens-là d'être rapidement jugés. Si on pouvait le faire assez régulièrement. Et maintenant, c'est aussi derrière l'excès de zèle de ces substituts du procureur, de ces quoi et quoi qui... On envoie systématiquement des gens. Voilà, quand la personne arrive en même temps, parce que c'est aussi ça la corruption. On aurait remis de l'argent en amont. Bon, ok, toi on t'envoie en prison, je ne cherche pas à comprendre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire depuis le système judiciaire jusqu'à nos prisons. C'est véritablement du travail. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient, on ne va pas donner de nom, mais il y a des gens qui ont dirigé des prisons dans ce pays. Ils n'en ont pas pris soin et après eux-mêmes se sont retrouvés là-bas. Voilà. Ferdinand? Non, je pense que c'est... La surpopulation. Oui, c'est l'image au fait de notre système judiciaire. Et ce que nous voyons dans les prisons, la surpopulation carcérale découle de la manière dont notre système judiciaire est bâti. Et vous savez, si dans ce pays, les citoyens avaient le droit de poursuivre l'État, par exemple, au niveau des... Si, on a le droit de poursuivre l'État. Non, je pense que c'est pas vraiment ça. Si on a vraiment le droit de poursuivre l'État pour des erreurs de justice, pour des erreurs de santé, pour des erreurs de ceci et de cela, je pense que certains juges ou si l'État paye énormément pour dédommager des gens, l'État va réfléchir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en prison depuis des années. Ils sont là, et c'est la lenteur de la justice. On les envoie, on les oublie, ils meurent. Or, quel est le rôle de la prison? Le rôle de la prison, en réalité, c'est punir, mais réinsérer aussi. Et quand vous allez en prison, ce n'est pas la fin pour vous. C'est la punition, mais c'est aussi la réinsertion. On insiste beaucoup plus sur la réinsertion. Et donc, on ne peut pas transformer des prisons comme des goulags. Vous connaissez l'histoire des goulags en Russie, tout ça. Et donc, aujourd'hui, toutes nos prisons sont à l'image de notre système judiciaire. Donc, il faut essayer de revoir tout le système judiciaire, de faire un état des lieux de toutes nos prisons. Les gens qui y sont depuis combien d'années? Pourquoi ils ne sont pas jugés? Pourquoi ils sont toujours là? Quelles étaient les peines qu'ils pouvaient encourir si, par exemple, quelqu'un qui a volé un portable, qui est en prison, qui doit prendre 1 mois, il est là depuis 3 ans? Et il est oublié par le système judiciaire. Parce que quelqu'un lui a mis. Comment est-ce qu'on peut oublier des gens en prison? Oui, mais c'est ce qui se passe. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont en prison qu'on a oublié. Mais si tu n'as personne. Mais attendez, ils sont passés à notre dossier. Peut-être ils sont déjà passés au dossier de terrain. Prison, là, ils oublient. Ils sont passés au dossier foncier. Donc je pense que il faut faire un état des lieux de la situation de nos prisons. Je suis d'accord qu'il faut en construire de nouvelles parce que toutes les prisons que nous avons aujourd'hui sont héritées de la colonisation en fait. C'est des prisons laissées par le colon. Les nouvelles qu'on vient de construire sont construites par soit l'Union européenne qui a donné un coup de main ou les États-Unis ou l'ambassade de France. Donc il faut en construire de nouvelles. Par exemple, la prison qui est au cœur de la ville de Lomé, il faut la délocaliser totalement. Il faut la délocaliser, oui, il faut la délocaliser totalement, parce que c'est exigu, c'est au cœur de la ville, ça entraîne une certaine proximité de toute la zone, parce qu'il faut la protéger et tout. Et il faut la dégager, vous voyez. Et donc, on a des moyens pour ça. Et puis maintenant, tout le système de corruption au sein même des prisons. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut revoir, et je pense que, bon, nous avons des gens qui nous dirigent, comme on vient de le dire tout à l'heure. Pendant qu'on est encore aux affaires, il faut essayer d'arranger les choses parce qu'on ne sait pas demain qui peut se retrouver là-bas. On vient de le dire, nous sommes tous des potentiels prisonniers, parfois même par erreur. On envoie quelqu'un en prison, vous voyez. Donc, on vous oublie. C'est grave. Eric, en un mot pour vous expliquer comment on arrive à oublier les citoyens en prison. Je vous disais ici à plusieurs fois, je vous ai dit que j'ai fait un dossier sur un escroc ivoirien.
que j'ai traqué jusqu'à la prison civile quand il était déjà détenu. Bon, les investigations autour de comment il est arrivé en prison et qu'est-ce qu'il est, comment il séjourne là-bas, m'ont permis de découvrir qu'il y avait au moins 400 personnes qui sont des corps habillés, qui sont en prison. Soit ils sont déjà, c'est-à-dire parce qu'ils ont commis des infractions, qu'on les a déshabillés, ils sont envoyés là-bas, soit ils sont des retraités qui sont envoyés, soit ils étaient déjà des réformés qui ont commis des infractions qui sont envoyés, mais est-il qu'au moins 400 personnes étaient des gens qui ont passé par la case militaire, policier, tout ce que vous connaissez avant d'y arriver. Et sur les 400, j'ai découvert qu'au moins 200 n'avaient pas de dossier judiciaire. C'est-à-dire qu'on les a amenés, on les a gardés comme un colis. Comme si je viens ici, j'oublie mon portable dans ton studio, je pars. Parce que c'est un tout-puissant qui l'a amené. Soit on voit que par rapport à l'infraction, s'il est libre, le tout-puissant risque d'être éclaboussé. Soit c'est une punition, un envoi punitif, punitif pour se débarrasser. Parfois les gens disent, toi, on va t'oublier en prison. Moi j'ai déjà vu quelqu'un dire ça à son frère dans les altercations. Donc au moins 200 personnes. Ça là, c'est juste sur un échantillon que j'ai découvert que 200 personnes n'avaient pas. C'est-à-dire, si tu demandes au juge à quelle date il est venu, sous quel nom il a été enregistré, quelle est l'infraction, il ne te dira pas. Parce qu'il n'y a pas. Il n'est pas fiché. Il n'y a pas de son fichier. On n'a pas fiché des gens. Donc, quand il y a des trucs comme ça, souffrez qu'il y aura de l'impossibilité dans les lieux de détention. On sait toujours plein du fait que les gens se couchent au PCL de Lomé ici comme des sardinelles ici et là, mais ce qui se passe vraiment au niveau de Tchévier. Et puis mieux, après que les citoyens aient lu hier l'article sur Tchévier, les gens de Noché m'ont appelé. Ils disent que c'est le bis répétiteur là-bas, c'est la même chose. Donc il faut que nos autorités y pensent. C'est vraiment triste. Comme l'ont dit les confrères, c'est pas tout le monde qui est là-bas qui est coupable, quoi. Mais oui, c'est évident. Il y a des erreurs judiciaires également. Vous voulez... Oui, même les coupables ont des droits et je crois que il faut les préserver. Maintenant, en ce qui concerne les prisonniers oubliés, bon, au-delà des raisons que les confrères ont déjà évoquées ici, il faut également dire que ça pose un problème professionnel également, parce que généralement, lorsque vous n'avez pas de moyens, les avocats jouent un rôle très déterminant dans cette affaire. Et lorsque vous n'avez pas de moyens, c'est l'État qui vous donne un avocat contre pratiquement rien du tout. Ne soyez pas sûr que lorsque vous êtes là-bas, lui va se rappeler de vous. Mais pour les citoyens peut-être qui ont des moyens de prendre des avocats qui veillent au grain, je crois que seuls les avocats peuvent avoir, ou du moins dans une large mesure, les médias qui font du bruit. Et seuls les avocats peuvent peut-être, en fonction de l'intérêt de leurs clients, également agiter très souvent pour pouvoir programmer plus ou moins l'audience, parce que généralement il s'agit des gens qui n'ont pas encore été jugés, et ça saute aux yeux lorsque parfois vous allez en justice et vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat. Vous allez voir que ça ne sera jamais programmé, et même en salle directement, même vous allez voir certains avocats qui sont capables de faire remonter leur dossier déjà classé par le greffier au-dessus pour que ça passe vite, parce que c'est quelque chose où on perd beaucoup de temps. On vous dit oui, bon, aujourd'hui vous allez comparaître, vous allez, c'est toute une pile de dossiers, on cite jusqu'à ce que à une certaine heure, bon, on vous dit c'est renvoyé, et chaque fois il faut faire le même périple. C'est vraiment fatigant. Mais quand vous avez un avocat qui pèse, il peut être même capable, votre affaire date de quelques jours, mais on programme rapidement la chose et puis c'est évacué. Donc parfois aussi il y a cela, c'est pour cela la question de l'aide juridictionnelle, je ne sais pas si c'est réglé actuellement au niveau du Togo, est importante pour que la balance soit vraiment une balance où tout citoyen, les citoyens et l'équitabilité existent vraiment au niveau des citoyens lorsqu'on est devant la justice. Parfait. Oui, mais il faut aussi, dans le sens de ce que Fabrice dit, il faut aussi parler de la moralité de nos juges. Vous savez qu'il y a des juges qui sollicitent des faveurs de certaines personnes, la corruption, mais qui sollicitent aussi des faveurs sexuelles de certaines femmes dont les maris sont détenus. Non. Mais non, je vous dis des choses sérieuses, ça se passe ici. Il y a des juges qui ont été remis en cause ici, ils ont été punis clandestinement par la hiérarchie, qui sollicitent des faveurs sexuelles de certaines femmes en leur promettant de libérer leur mari, mais qui ne l'ont pas fait. Vous savez que ce scandale a secoué le Ghana à un moment donné. On a suspendu plusieurs juges. Ça se passe ici. Ça se passe ici.
Ça se passe ici. Nous, on a eu des cas comme ça à la rédaction. Et donc, je pense que notre problème, le problème judiciaire, c'est tout un ensemble. C'est véritablement tout un ensemble. S'il faut la réformer, il faut la réformer dans l'ensemble. C'est-à-dire que, pas seulement la justice telle qu'on l'entend, mais tout le système judiciaire. Quand même des réformes judiciaires, on avait parlé de... Oui, il y a beaucoup d'argent qu'on a injecté dedans avec l'aide des partenaires, mais qui n'a pas été utilisé à bon escient. Bon, voilà. Ça s'est résumé donc au badigeonnage des peut-être puisqu'on a un impératif publicitaire, on va marquer la pause. On se retrouve juste pour la suite de Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha Isoto, Karine Tonwela, Fabrice Pekézi et Ferdinand Haïté. Tout à l'heure, nous allons aborder le sujet de la morgue du CHU Sylvanus Olympio avec cette décision du ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Mais avant, on parlait de la prison. Vous voulez placer un mot avant la pause? Vous avez oublié ce que non, vous enfin, Fabrice, non, c'est juste pour dire que sérieusement, il faudrait qu'on revoie même notre manière de réfléchir. Quand certains, oui, de réfléchir. Quand certains te promettent, comme l'a dit l'aîné Abi, quand quelqu'un te dit il va t'oublier en prison, tout va en fait dans l'éducation. La vraie question, il dit t'oublier en prison. C'est un peu comme quelqu'un qui ôte la vie de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Ça donne un peu l'impression que cette personne décide d'avoir le droit sur ta vie. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Cette personne décide de ce qu'il veut faire de ta vie. Et il faudrait vraiment qu'on se remette en cause à tout moment où nous voulons agir dans la République. On a vu, moi je le dis toujours, si certains s'imaginent qu'ils sont tellement tout puissants, qu'ils essaient juste de se rappeler de toutes ces personnes qui sont mortes. Et aujourd'hui, on ne pouvait jamais s'imaginer qu'ils allaient mourir. Quand on a de l'amour pour l'être humain, on évite de dire certaines choses. Sincèrement. D'accord. Fabrice? Non, en fait, moi, c'était par rapport à la situation des femmes qui ont... ce que disait Ferdinand tout à l'heure. Ferdinand, c'est pour cela que j'ai dit, bon, c'est vrai, on accuse les juges également, mais ça fait partie aussi de la corruption. La corruption, ça peut être en nature ou en espèce, donc les faveurs sexuelles. Sinon, en quoi une femme doit se mettre au devant pour aller discuter avec un juge pour tel ou tel? C'est forcément peut-être parce qu'elle cherche des faveurs. Et là, bon, si le juge cède, ce n'est pas qu'il est excusable. C'est pour cela que je dis peut-être qu'il faut sensibiliser la population sur les procédures judiciaires et puis revoir cette question de l'aide juridictionnelle pour que chacun puisse au moins avoir un avocat et discuter et rendre compte plutôt à la famille plutôt que peut-être de mettre des jeunes sœurs en contribution pour influencer le juge par le charme, parce que ça aussi, ça existe. Et ça existe dans les brigades de gendarmerie, de police et tout cela, où quand vous avez le malheur, une fille porte plainte contre vous, et quand elle est belle, vous avez de fortes chances que on vous mette au cachot. Si vous n'êtes pas aussi solide, on va vous oublier également, parce que elle va vous dire même au téléphone que je vais t'enfermer. Alors, est-ce qu'il lui revient? Il y a des gens qui disent cela, toi je vais t'enfermer. Un autre civil te dit qu'il va t'enfermer. Bon, vous voyez, et effectivement il t'enferme également. Bon, comment il arrive? Point d'interrogation. Je crois que c'est des situations qui arrivent parfois. Très bien, ben écoutez, on va parler maintenant de la morgue du CHU Sylvanus Olympio le 3 juillet passé. Il y a eu un communiqué qui a été diffusé dans les médias et puis sur les réseaux sociaux. Un communiqué signé du professeur Midiawa, le ministre de la Santé, où il informait que la morgue du CHU Sylvanus Olympio va être réfectionnée. Et donc, ce sera le 16 pour le début des travaux. On demandait aux familles qui ont encore des corps à la morgue du CHU Sylvanus Olympio de venir les chercher au plus tard le 14, il me semble, le 14 de ce mois. Sinon, voilà, d'autres mesures seront prises quand même par l'autorité. Et dans l'opinion, on a vu les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les radios, dans les journaux, comme ce matin, l'alternative en parle. Les morts bousculés dans leur dernier repos. C'est comme ça que vous analysez la chose, Ferdinand? Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on analyse cette décision-là, que certains qualifient d'impopulaire. Moi, je pense personnellement, vous savez, depuis longtemps, au niveau de l'alternative, on avait appelé à revoir la morgue.
et les cimetières. On a fait plein d'articles sur l'état défectueux de la morgue, nos cimetières, parce que c'est des secteurs qui rapportent énormément d'argent. Ah oui? Mais on ne sait pas ce que les gens en font. Oui, mais il y a eu un documentaire, ou c'est pas une investigation assez intéressante qu'un journaliste, je crois burkinabé, a eu à faire, qui a eu un prix, qu'il a titré Les vivants qui vivent des morts. Vous voyez? Ah, oui. Oui. Donc, il y a eu un prix. Donc, la gestion des cimetières rapporte énormément d'argent, tout comme la gestion de la morgue. Mais quand vous allez à la morgue, les conditions dans lesquelles les corps sont conservés, l'environnement même de la morgue, la voie d'accès, quand il pleut, mais des gens ont tout le temps reproché ça à nos autorités qui nous insultent et disent mais comment est-ce que vous êtes dans ce pays? Le pays est totalement à l'abandon, même là où les morts sont, vous n'êtes pas capable d'arranger les rues, la rue qui est à peine 500 mètres ou 300 mètres pour aller vers le goudron pour que les gens viennent chercher tranquillement leur corps. Et donc on avait énormément écrit sur cette question de la morgue. Bon, les cimetières sont en train d'être maintenant à Bekota, on a essayé de faire quelque chose de mieux, on a clôturé, il y a des gardiens là-bas et maintenant on veut faire la réflexion de la morgue. Sur le principe, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Sur le principe, il n'y a pas de problème parce que la morgue est dans un état tellement défectueux. La morgue de Lomé a une capacité de 300 places et un peu légèrement au-delà. Maintenant, quand on veut prendre cette mesure-là et qu'on n'a pas de solution alternative, il ne faut pas la prendre comme ça. Il faut gouverner, c'est prévoir. Il faut prendre le temps de trouver des palliatifs avant de dire on ferme. Parce que quand vous lisez le communiqué même du ministre, il dit qu'il faut aller à la morgue du CHR chinois, oui, à Tchévier, à Tapamé ou à Néhon. C'est quand même pas possible. Parce que ces morgues, d'ailleurs, ne sont pas... il n'y a pas suffisamment de places. Vous savez combien de places il y a à CHR chez les Chinois? Il y a 16 places. Quoi? La morgue de oui, CHR? 16 places. Hier, en écrivant l'article, on a pris le temps d'interroger des médecins. 16 places au CHR chinois. Et ils sont en train d'envisager... Le CHR Lomé commune, voilà. Et ils sont en train d'envisager de mettre 2 corps par casier, c'est-à-dire comprimer les gens. Surcharger les corps. Ce qui est extrêmement grave et ce n'est pas honorable pour les défunts. Oui, vous voyez. Ils disent que les gens n'ont qu'à aller à la morgue de Tchévier. Il n'y a pas suffisamment de place à Tchévier. Moi, je pense qu'on aurait dû, par exemple, construire une nouvelle morgue au CHU Campus, oui, où il n'y a pas de morgue. Il y a de l'espace en plus. Oui, il y a de l'espace. Et on a de l'argent pour ça. Et lorsqu'on aura fini de construire cette morgue-là, on pourrait fermer l'ancienne pour la refaire. Ou carrément amener un système de conteneurs frigorifiques pour essayer de garder les corps. Parce que quand le ministre dit on va réfectionner la morgue sur 3 mois, oui, 3 mois. Vous connaissez comment les travaux se passent au Togo. On a dit 3 mois là, ça peut faire 6 mois. Mais entre-temps, pour gouverner un pays, il faut prévoir. Si on n'a pas de morgue, s'il y a une épidémie, il y a une catastrophe, il y a un problème qui surgit. Parce que les gouvernants doivent mettre toutes les options sur la table avant de prendre des décisions. S'il y a une épidémie, il y a un problème dans le pays, vous mettez les corps où? Donc, il y a fondamentalement un problème sur la décision qui a été prise. On aurait pu mûrir l'idée, prendre des précautions avant de lancer ça comme ça dans la masse. Mais le principe de réfectionner la morgue, c'est quelque chose d'urgent, il faut le faire. Maintenant, on n'aurait pas, c'était pas bien de prendre ça à court terme comme ça. Parfait. Et de mettre les populations devant le fait accompli. Je donne la parole à Fabrice sur... je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, naturellement. Lorsque vous voulez réfectionner une nouvelle morgue, c'est qu'il faut avoir une situation où il faut garder quand même ce que vous avez à ce niveau-là. Et comme on l'a dit, on ne peut pas comprendre pourquoi le CHU Campus n'a pas de morgue pour une capitale... au moins 2 morts. 1 500 000 habitants. Non, on est 2 millions. On est 2 millions. Donc je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, il faut le faire. Et peut-être pour corroborer ce qu'il dit également, et vous avez vu, même il y a un autre communiqué qui vient du même ministre Mijiawa qui alerte les gens par rapport à des possibilités de choléra avec les inondations. Avec les inondations. Les inondations, choléra et tout cela et autres. Donc, c'est naturellement pertinent de dire qu'il aurait fallu trouver un plan B avant de demander à évacuer cette seule et unique morgue pour une capitale. C'est vrai, il y a des morgues plus ou moins gérées par des privés, il y a une vers Anéro, mais c'est la capacité
ce n'est pas vraiment ça. Et j'espère, je crois qu'il faut réflexionner, c'est bon. Moi, je crois qu'il faut vraiment en construire. Parce qu'effectivement, comme on le dit, ceux qui ont l'habitude de dire qu'après la mort, nous sommes tous égaux, nous ne sommes pas égaux. Il faut aller à la morgue voir que les cadavres ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui traînent juste pour bénéficier de leurs frais, alors qu'il y a d'autres qui sont bien rangés dans des casiers. Bon, c'est vrai que ça n'a aucun impact. Mais du point de vue des parents qui arrivent, ça a quand même un impact. Maintenant, mettre les gens de deux, parce que ceux qui ont l'expérience de la mort pour avoir eu un être là-bas, c'est qu'on vous confie un casier, un numéro, où vous vérifiez que c'est votre cadavre qui se situe là. Il ne faut pas qu'un jour quelqu'un aille prendre le corps appartenant à une famille pour aller inhumer parce qu'il s'est trompé et tout cela. Donc je crois que pour une capitale comme Lomé, on ne peut pas dire aux gens d'aller exploiter les morgues des villes environnantes. Oui, parce que là aussi se pose un problème sanitaire, hygiène. Comment est-ce qu'on transporte les corps? Quels moyens l'autorité met en place véritablement pour qu'on évacue ces corps? Aucune trace quand même dans le communiqué ne l'évoque. Abi Alpha. Oui, nous l'avons toujours dit, gouverner c'est prévoir. Tu sais, quand on construit une ville, tout de suite vous étiez unanime en disant que sur les 7 millions d'âmes au Togo, 2 millions sont à Lomé. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, moi, non, ça c'est le dernier recensement. Oui, moi je pense que elle date de quand, les derniers recensements? Oui, c'est ça qu'il faut, c'est la question qu'il faut se poser. On n'a plus eu de recensement digne de ce nom. Ça fait il y a 8 ans. Oui. Plus de 10 ans dans ce pays. Donc, 8 ans. Moi, je pense que 2010. Moi, je pense que il ne faut pas compter avec les élections électoralistes. Ça, c'est de la politique. Les élections, les vraies, financées par des bailleurs de fonds neutres qui veulent savoir c'est quoi la population. C'est ça, les vraies élections. Non, pas les élections, le recensement. Le recensement, tu vois. Donc, parfois, c'est un recensement qui coïncide avec les élections. Il faut vraiment prendre avec des pincettes. C'est pourquoi moi je dis que les vrais recensements financés par l'ONU et ces démembrements datent de plus de 10 ans. Donc gouverner c'est prévoir. Je vous disais un jour ici que la mairie de Lomé par exemple a été construite quand Lomé avait 400 000 habitants. Actuellement, c'est toujours la même mairie, c'est-à-dire la mairie centrale, là où Adignon règne. C'est toujours là-bas, c'est toujours dans les mêmes salles qu'on célèbre les mariages. Oui, bien sûr. Quand on est à plus de 2 millions d'habitants. Non, les 2 millions ne sont pas tous dans la salle en même temps. Mais si, au moment où on construisait, on donnait cette superficie à la salle du mariage, c'était en prévision des besoins de 400 000 âmes à Lomé. Actuellement, on est plus de 2 millions. Ça veut dire qu'on devait au moins avoir 3 à 4 fois, quelque chose comme ça, pour que ce soir, il faut juste faire un tour un jour là-bas pour voir comment, quand samedi sonne, comment se célèbrent les mariages, l'accueil qu'il faut faire. Donc, gouverner, c'est prévoir. Les gens ont failli sur ce plan et ça les rattrape jusqu'à dans leur dernière demeure. Parce que c'est très facile, tout ce que les confrères ont développé, c'est très bien. Sauf qu'il y a un aspect que nous ignorons. De quoi sont entrepassés tous ces messieurs-là et dames qui sont couchés là-bas? Comment ça? C'est-à-dire de quoi ils sont morts? Pourquoi ça vous voulez savoir pourquoi ils sont morts? Mais à partir du moment où quelqu'un n'est plus, mais très souvent on a des maladies qui dorment. C'est pourquoi quand souvent les gens finissent leur séjour vers les milieux européens, on les ramène ici scellés dans des trucs. Parfois on n'autorise pas à la famille de toucher au corps. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont morts du choléra ou bien d'Ebola à Paris. Non, c'est parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'est plus, il y a de fortes chances que les maladies qui étaient en lui, qui dormaient, puissent être contagiées à tout ce qui l'entoure. Donc maintenant, quand on va dégager, on va dire à tout le monde de venir ramasser tous ces corps-là. Certains actuellement, il y a des corps là-bas dont on cherche les propriétaires. Vous comprenez? Les familles, on trouve pas. Des familles. Il y a des corps là-bas dont les familles sont très loin, ils ne savent même pas que, c'est-à-dire dans leur programmation, ils ne sont pas prêts à enterrer maintenant. Peut-être qu'il n'y a pas de moyens, ou bien que éthiquement chez eux, ils ne sont pas encore prêts. Il y a plusieurs raisons qui vont pousser à dire n'importe quoi là-bas. Soit d'autres vont tenir à tout prix à conserver les corps, avec tout ce que ça entraîne comme risque de contagion possible. Et donc, au moins du respect pour la personne humaine. Au moins du respect. Quelqu'un n'est plus, mais c'est la dernière. C'est manquer du respect quand on demande aux familles de venir chercher les corps des défunts. C'est combien? Interrogez-vous combien exactement, combien il faut pour monter une morgue. C'est combien?
Entre-temps, nous avons dénoncé ici que la dernière mort que le Togo a eu à se faire construire a été financée par les bailleurs de fonds. Oui. Ça veut dire qu'on a besoin même d'être aidé pour manipuler nos derniers cadavres. Donc, c'est triste quand on voit comment les gens font du n'importe quoi avec de l'argent et qu'on ne peut même pas prendre les précautions pour que le minimum, quoi. Parce que c'est l'image du pays. Moi, je suis musulman, hein. Si demain tu décides je tombe là à 16h, c'est déjà fini. On va vous dire qu'il y a pourquoi pas? Peut-être c'est un bel exemple. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'inspirer? Donc, c'est pour vous dire que quand on parle, ce n'est pas parce que c'est pour l'intérêt, l'image même du pays. L'image du pays, je sais pas si vous comprenez quoi. Donc, c'est vraiment c'est triste ce qui c'est. D'accord. Karine Todd, quel est votre commentaire par rapport à cette décision du ministre Midi Yawa? Finalement, c'est un ministre de la Santé impopulaire. À chaque décision qu'il prend, il y a Haro, quand même, sur le baudet contre lui. Non, je crois que quand ça continue comme ça, à un moment, il faut se poser des questions. Moi, je me rappelle de ce monsieur qui est arrivé à la morgue pour chercher le corps de sa femme qu'il a vu étalé à terre, un peu comme du tilapia. Et ce monsieur a piqué une crise directement là-bas. Voilà. Oui, c'est une histoire très réelle. La vraie question, nous sommes en Afrique. Ne donnons pas un peu l'impression qu'on ne sait pas d'où on vient. Chez nous, les morts, c'est sacré. Chez nous, on ne traite pas les morts comme, n'importe comment. C'est ça qu'il faut le dire. Moi, c'est cette idée de toujours parler de réfection. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours réaménager ce que nous avons? Nous ne pouvons pas construire de nouvelles choses. Est-ce que c'est pas possible de construire une nouvelle Oui, monde? on peut construire. Voilà, justement, on peut construire et après réaménager. Pourquoi on veut toujours réaménager ce que nous avons? On peut aussi, on a des terres. Le Togo, on a beaucoup de terres. Il y a beaucoup d'espace. Pourquoi ne pas construire? Parce qu'en plus, il faut juste essayer de faire des tours dans tous ces immeubles ou dans ces histoires de réflexion pour voir comment est-ce qu'on essaye de refaire les choses. Est-ce que quand on refait, ça tient? Voilà, c'est beaucoup de millions qui rentrent. Mais on refait, je mets à défi ceux qui vont refaire la mort. On ira voir. Encore quelque part derrière la tête, cette histoire de surfacturation qui va venir, des gens vont quand même. C'est pas IA, c'est ça, c'est ce qui va se faire. C'est pourquoi je dis, attendons, je suis pas pessimiste, mais attendez de voir quand on finira cette mort, qu'est-ce qui va véritablement changer. Qu'est-ce qui va véritablement changer? C'est la vraie question. Et Ferdinand le disait, on nous dit qu'on va refaire cette morgue en 3 mois. Je crois qu'il y a des routes qu'on devait faire en 3 mois et aujourd'hui ça fait 5 ans. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Il faut aussi se poser la question, c'est dans quel délai cela sera effectif. Maintenant, on demande de venir chercher les cadavres, un peu comme si, je ne sais pas, c'est la boutique qui demandait de venir chercher des boîtes de sardines. Soyez sérieux. On est en train de parler des gens qui sont morts. Des gens qui ont eu des parcours honorables pour mourir. Et même, pourquoi ne pas prévenir pour que les gens ne meurent pas? Voilà, c'est possible. Non, justement, mais ce que je dis pourquoi ne pas prévenir pour que je parle de quelque chose de sérieux. Allez au CHU. Ce CHU qui envoie ses cadavres là-bas, il y a des gens qui arrivent pour un palu, meurent. Est-ce que c'est encore possible qu'en 2018, des gens meurent du palu? Non. Voilà, pour des palus, pour des maux de tête, pour de petites blessures aux pieds qui s'aggravent, des gens meurent. Et ces gens-là, c'est eux qui sont à la mort. Pourquoi aussi ne pas revoir tout ce système de santé dans notre pays? Ah oui. Là, pour éviter. Si je comprends très bien, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir s'occuper de la morgue, il faut mettre en place un système de soins qui puisse permettre à la personne de vivre et non de mourir. Même en bonne santé, on peut mourir. Donc non, ça, ce que je dis. Non, ce débat, ce que je dis. Vous pouvez être en bonne santé et mourir. Il n'y a pas que les... Comment ça se fait? On peut prévenir une maladie. Non. On peut prendre des dispositions. Depuis un temps, dire qu'on est en bonne santé. Oui, c'est-à-dire on peut prendre des dispositions pour prévenir les maladies. Je suis d'accord. Mais la mort, c'est une destinée. Non, je ne suis pas d'accord qu'on me dise qu'on peut être en bonne santé et mourir. Il suffit de voir... Attendez. Pourquoi alors on calcule l'espérance de vie? Si on peut rester comme ça, on est en bonne santé, on meurt. Ça, c'est un cas sur 1 million. On peut faire un accident. Voilà, mais là, c'est qu'on n'est pas... Faire un accident, oui. Là, c'est pas parce qu'on est en bonne santé. Quand vous le dites, c'est un peu comme si on se réveille, on est en bonne... Si on meurt, si on suppose qu'on est en bonne santé, on meurt. C'est qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui sont en nous qu'on ne voit pas forcément. On demande à l'autorité de mettre en place un système de soins de qualité pour pouvoir prendre forcément. Quand il y a un système de soins de santé, tout le monde fera des bilans. Quand Fabrice me dit qu'on peut être en bonne santé, s'il vous plaît, quand on me dit qu'on peut être en bonne santé et mourir, c'est parce que aussi des fois, peut-être on n'a pas fait le bilan, parce qu'il y a peut-être des maladies qui sont en nous qu'on ne voit pas forcément.
et on pique des crises, on meurt en désordre. Donc ce que je dis, évoluons vers un système de santé qui puisse permettre aux gens de vivre et non de mourir. Je crois qu'on a déjà réglé la question. Aujourd'hui, la population s'agrandit, elle accroît. Et il faut construire les structures qui accueillent en fonction du nombre de la population. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que au lieu de prendre l'argent pour construire une morgue, il faut permettre aux gens d'être en bonne santé. On ne restera pas éternel sur cette terre, quelles que soient les conditions qu'on aurait prises. Mais c'est quand même mieux de vieillir avant. Oui, mais il faut construire une morgue, une nouvelle, à part celle du CHU Tokoin, il faut construire une nouvelle morgue en fonction des populations. Aujourd'hui, à l'université, même à la maternité, tout ça, il faut agrandir tout ça. Voilà. Mais on ne peut pas dire que, bon, voilà, on peut laisser la morgue, les gens mourront toujours. Quelles que soient les distances. On ne dit pas de laisser la morgue. Ce qui est urgent, aujourd'hui, je crois que ce que Ferdinand l'a dit, ce que le ministre de la Santé a fait, c'est pas mauvais de parler de réaménagement de la morgue. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de dispositions qui aient été prises en amont pour qu'il n'y ait pas de scandale qu'on a actuellement. C'est-à-dire, il aurait suffi de penser à construire une autre morgue et aujourd'hui, on n'aurait même pas demandé aux gens, on va seulement dire aux gens qu'on prend les corps de tels, on les déplace ici en attendant qu'on finisse le réaménagement de là. Je crois que le problème se serait réglé parce qu'une morgue, ça doit toujours se réaménager. Et donc, aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est qu'on parle d'une seule morgue appartenant à l'État dans une capitale comme Lomé qui regroupe près de 70% de la population. Je crois que le camarade, le petit frère Wela, a manqué un peu d'explication pour que nous tous on comprenne mieux. Sinon, ce qu'il a dit est très pertinent. Moi, je donne un exemple. Un jour, j'ai rentré autour des minuit avec Ferdinand et on était à quelques 400 mètres de sa maison quand on a découvert des Indiens qui traînaient. Une jeune fille de 14-15 ans était en train de mourir d'asthme. Elle est sortie, c'est à la veille d'une fête. Elle est sortie, elle allait à la maison. Elle est tombée devant un groupe des Indiens qui voulait la sauver. Maintenant, ils sont en train de la réanimer. Nous, on est arrivé par hasard. Quand ils nous arrêtaient à la nuit, nous, on a fait prudence. Finalement, on s'est arrêté. Quand on a vu que c'est vraiment une malade, on l'a pris, on l'a amené dans l'hôpital de Djolé, ici, le petit centre de santé là-bas. On a passé une quarantaine de minutes avant de réveiller celui qui est de garde. Il vient, il y avait celui qui est de garde dort. Oui. Il vient, il n'y avait rien pour sauver cette dame. On a continué avec les deux immédiats au CHU Tokoin, c'était ça, non? Oui. Nous sommes arrivés, elle a été reçue, on veut partir, puisque c'est les immédiats qui la connaissent, on veut partir, on demande aux immédiats de déposer 20 000, sinon rien ne commence. Asthmatique qui est en train de mourir, une jeune fille. Les immédiats n'avaient rien. Ils nous disent la chose quand moi j'ai démarré déjà la voiture. Je regarde sur moi, il y avait un 10 000, je donne. Ferdinand regarde, il sort un 10 000 et on a remis 20 000 à ces émigrants. Dieu merci, ils ont sauvé la fille. Le lendemain, très tôt, sa maman nous a appelé pour nous saluer. Ce n'est qu'un cas. Les accidents qui se font dans la circulation. On gère parfois notre système de santé de la façon dont on gère l'économie. Vous voyez dans une ville comme Lagos, où il y a accident, on arrête la circulation. On bloque l'endroit de l'accident pour que les policiers arrivent. Non. Vous avez vu ça, c'est possible? C'est comme ça se fait ici. Comme l'économie est tétraplégique, rien ne marche, il n'y a rien qui circule dans les routes. Quand quelqu'un cogne ta moto dessus, c'est scandale. La moto est couchée là-bas, l'homme est couché là-bas, et puis tout le monde tourne. Et là-bas, c'est l'embouteillage pendant des heures, on attend les sapeurs-pompiers. Ils vont venir parce que l'économie est comme ça. Ce monsieur qui est là-bas, qui attend 40 minutes, 30 ou bien 1 heure de temps avant que ces messieurs n'arrivent, ils arrivent là-bas. Quand vous êtes en face de la clinique Bayor, il y a un monsieur là-bas qui a fait longtemps l'Europe, il est venu, il est décédé tout récemment. C'est un homme d'affaires très bien. Un jour comme ça, il a laissé sa voiture. Il a allé faire une soirée vespérale, une promenade vespérale avec une moto. Ça l'a cogné. Il est arrivé à l'hôpital. Tout récemment, ça ne fait pas que moi. C'est-à-dire en train de mourir. Il pouvait être sauvé. Mais aucune disposition. C'est pour appuyer ce qu'a dit mon frère Wela. Aucune disposition pour qu'on le sauve. Il est déjà mort. Avant qu'on ne voit que c'est pour lui les humains. Il est mort. Parce qu'aucune disposition n'est prise pour que les premiers soins soient possibles.
Donc, moi, je pense que ce qu'il a dit, ce n'est pas de l'impossible. On sait que la mort, c'est un passage obligé. Yeah. Il y a certaines choses avant la pause, Ferdinand, vous voulez. Oui, moi, je voulais dire qu'il faut revoir tout ce système. La morgue, les cimetières et tout ça, il faut revoir. Il faut être prévoyant. Et vous voyez déjà, par exemple. Le système de santé aussi. Oui, et le système de santé aussi. Il faut regarder un peu Lomé, par exemple. Les cimetières sont déjà débordés. Est-ce qu'on a déjà en prévision de créer de nouveaux cimetières et de les gérer de façon parcimonieuse? Parce que les cimetières aujourd'hui, on les gère de façon c'est désordonné. Oui, là aussi il y a un problème. Oui, c'est débordé, mais au même moment, il y a des tombes où il n'y a pas d'hommes dedans. Oui, moi j'ai vu au cimetière municipal d'Anahor, il y a eu des réservations de tombes. Oui. Quoi? Bien évidemment, ça existe. Oui, les gens ont le droit d'acheter des tombes et de les garder. Ça existe partout. Mais le fait que les cimetières sont déjà saturés, dans la prévision, il faut déjà envisager des cimetières hors de la ville. Je sais pas, essayer d'avoir des espaces, mais que les cimetières soient mieux gérés que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Quand vous allez, par exemple, dans nos cimetières, on gère les cimetières n'importe comment. Il n'y a pas d'allée, c'est pas aménagé, il n'y a rien. Les gens viennent, ils marchent sur les tombes. Pour aller faire un enterrement, il faut marcher sur des tombes. C'est pour gagner en espace. Il faut déjà envisager des solutions alternatives à l'enterrement traditionnel qu'on connaît depuis des années, parce que plus la population s'agrandit, plus on aura des problèmes d'espace à inhumer des gens. Bien sûr. Et c'est pour ça que les Européens ont déjà compris, certains sont passés à l'incinération. Donc il faut penser à des choses comme ça. C'est pas dans notre culture, bien sûr. C'est pas dans notre culture, mais la nécessité impose qu'à un moment donné, il faut qu'on y arrive. Mais on va y arriver un jour, même parlant de la situation, la question des morgues dont on vient de parler aussi. Peut-être qu'il faut également à l'avenir mettre à l'avenir des dispositions où, par exemple au Bénin, on a légiféré par rapport au coût que les funérailles peuvent entraîner. Parce que parfois, c'est pour des raisons de funérailles onéreuses qu'on garde les corps parfois jusqu'à un mois. Pourquoi pas? Vous dites plus que ça, il y a des corps qui vont plus que ça. Il y a des gens, peut-être sa vieille ou son vieux décès d'aujourd'hui, c'est maintenant il lance le chantier au village où il va faire une dalle pour que les gens viennent. Et donc naturellement, il va occuper la morgue pendant longtemps. Merci beaucoup. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Encore 30 minutes à passer à l'antenne pour Taxi Presse avec Ferdinand Haïté, Karine Tonouela, Fabrice Fekézié, Abi Alpha Isotou. Ferdinand, pour boucler le dossier de la mort, vous le placez. Moi, je voudrais interpeller le ministre Michi Awa. Il faut qu'il fasse une conférence de presse pour nous dire quel est le coût de la réflexion, quelle entreprise a eu le marché, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres, et puis quelle serait l'envergure de la réflexion. Est-ce que la réflexion va prendre aussi en compte les voies d'accès, comme la petite rue qui va vers le goudron, parce que cette voie est totalement parfois débordée, il y a de la boue. Quand il pleut. Et je pense qu'une morgue, c'est un endroit qu'il faut aménager, il faut mettre des couleurs, il faut mettre des fleurs pour que les gens qui viennent sachent que nous sommes des gens civilisés. Donc, nous voulons savoir le coût de la réflexion, parce que c'est à ça que nous allons évaluer le projet après. Il faut qu'on sache d'où vient le financement. C'est un financement de l'État togolais ou c'est un financement étranger. Quelle entreprise a eu le marché? Pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres, tout ça? Ça, c'est juste pour la transparence. Écoutez, on verra si tout cela sera communiqué par le ministre. Vous le placez? Non, peut-être pour dire que c'est dans la logique de la contractualisation dont on nous parle, parce que il faut aussi dire la transparence. Oui, de la transparence. On l'a dit tout à l'heure. La morgue aussi, c'est un lieu de haute corruption. Plus vous donnez, c'est pour cela que je dis à la morgue, les morts ne sont pas logés à la même enseigne. Plus vous entretenez bien le morguer, ça a un impact sur ce que vous avez dans le casier. Et tout à l'heure, le confrère Cariton a parlé d'une situation où un homme est allé retrouver son épouse défunte dans une situation qui l'a créé d'autres soucis. Et donc, tout ça là, je crois que dans la logique de la transparence, dans la gestion du cadre hospitalier en général, forcément, ça doit être dans le cadre, je n'en sais rien, mais je me dis que la morgue aussi, c'est un endroit où il faut assainir un peu. Et j'espère qu'avec le réaménagement, ça ne va pas se limiter seulement au niveau des locaux. Ça va également s'étendre dans la façon de gérer ces morgues là où on peut vous dire qu'il n'y a pas de la place, alors que peut-être les gens
ont réservé. Vous allez le matin, vous n'avez pas la place. Et puis bon, donc quelqu'un d'autre vient à la même heure, il a la place. C'est un problème qu'il faut aussi régler. Et il faut former aussi les morguiers. Tout à fait. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. On va parler maintenant actualité socio-politique de notre pays. Vous savez que depuis vendredi passé, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan politique. Faure Gnassingbé qui était au Nigeria. Le lendemain, il était en Côte d'Ivoire chez son grand frère Alassane Ouattara. Oui, son grand frère nage, mais il est le grand frère quand il s'agit du règne au pouvoir. Entre-temps, c'est le professeur Alpha Condé qui a aussi pris la parole pour pouvoir revenir sur le communiqué des facilitateurs à Lomé. Entre-temps aussi, c'est le président français Emmanuel Macron qui s'est prononcé sur la situation togolaise. Cette petite phrase, le statu quo, qui quand même est largement traité par la presse togolaise. Le statu quo n'est plus possible pour le Togo, a-t-il déclaré. Mais peut-être avant d'aborder la question, clairement, Carrington Ouella, quand on vous lit ce matin, on a le sentiment que vous êtes fatigué de la crise. Il faut que le Togo se développe quand même. Ah oui, bientôt août, ça fera 1 an. Oui, bien sûr. 19 août, on va boucler 1 an en 2 mois. de crise. Véritablement, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les populations togolaises ont gagné. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné avec toute cette crise? Qu'est-ce que ma grand-mère Aketawa a gagné? Qu'est-ce que mon grand-père... Mais avant la crise, on gagnait quoi? Avant la crise, on mangeait mieux, ça il faut le dire. Ah oui, les gens ont dit qu'il y avait des problèmes dans le pays, c'est pour ça qu'ils se sont ligués. Non, il faut le dire, avant la crise, on mangeait mieux. Avant la crise, moi j'aime à le dire, avant la crise, les tontons donnaient des petits 5 000, 2 000. Mais aujourd'hui, eux aussi, ceux qui sont même pingres disent que c'est la crise. Voilà. Ceux qui ne donnaient pas ne donnent plus et précisent que c'est à cause de la crise. Avant la crise, c'était plus facile de se balader à Sigamé avec 5 000 rentrées. Mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il faut dire que cette crise a vraiment enlisé le pays économiquement. Donc, on est fatigué. La vraie question, c'est qu'il faut finalement qu'on finisse. Et il faut qu'on puisse à un moment mettre le stop pour que ça ne puisse pas continuer, pour qu'on ne soit pas encore ici en 2019 en train de parler de la même crise. Voilà, oui, on est vraiment fatigué. En tout cas, vous l'avez écrit dans votre journal ce matin. Et revenons maintenant à la dernière sortie quand même du président guinéen, l'un des facilitateurs dans la crise togolaise, le professeur Alpha Condé. Comment est-ce qu'il faut comprendre sa réaction, Fabrice? Oui, je crois que tout est parti du communiqué à l'issue du dernier round de dialogue qu'on a eu. Il faut avoir le courage de dire ici que moi j'ai l'impression que parfois aussi la CEDEAO n'a pas de couilles pour dire clairement les choses. Quand vous parcourez ce communiqué, il y a effectivement des éléments contradictoires qui nourrissent les débats qu'aujourd'hui les gens ont. Quand on dit par exemple de suspendre le processus électoral et au même moment on donne une date indicative pour l'organisation des élections, j'ai l'impression qu'on veut caresser tout le monde dans le sens du poil. Il faut avoir... Oui, mais ça ne résout pas le problème. Il faut avoir le courage de dire soit vous suspendez, on ne parle plus d'élection jusqu'à ce qu'à un moment donné, ou alors dire non, oui, bon, mes amis, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, les élections, c'est à telle date. Et maintenant, quand on ressort d'une manière diplomatique pour dire, on reprécise, et j'ai l'impression qu'à chacun, on lui dit ce qu'il veut entendre. Et c'est pour cela, moi, je dis que j'ai l'impression que la CEDEAO parfois manque de fermeté, est obligé d'utiliser le langage diplomatique. Je peux comprendre parce que ils veulent jouer à une certaine neutralité. Et quand c'est comme ça, on risque également, moi je suis inquiet par rapport à la feuille de route qui se prépare. Il ne faudrait pas également où on nous sort une feuille de route où on ne dit pas les choses clairement, où on laisse chacun interpréter la chose à sa manière. Ça risque également de ne pas résoudre le problème. Mais c'est de la diplomatie quand même. Ce communiqué de la CEDEAO des facilitateurs, on avait tous compris et analysé que c'est diplomatique. Oui, je crois qu'à un moment donné, puis c'est bon, vous êtes d'accord avec moi également que lorsqu'ils l'ont sorti, le gouvernement en place a une interprétation. Oui, l'opposition est allée pour des réprécisions et on leur a dit autre chose. Bon, de langage diplomatique en langage diplomatique, c'est pour cela que je dis qu'à un moment donné, bon, il faut un peu de fermeté dans ce qu'on veut faire. Si vous voulez dire I, dites I.
Mais si vous restez dans la diplomatie, tout le monde aussi va jouer à la diplomatie et va faire les interprétations qui l'arrangent. Chacun va essayer de tirer le drap de son côté. Maintenant, c'est pour cela, peut-être qu'on va en parler. Moi, j'aime plutôt la fermeté de Macron par rapport à ce qu'il dit. Il est resté constant dans tout ce qu'il a dit par rapport au Togo. À chaque fois qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer sur le cas togolais. Et donc, sur ce point, il a dit, il ne revient pas à la France de dire aux États africains ce qu'ils doivent faire, qu'ils s'alignent derrière les initiatives de l'Union africaine, même si c'est la CEDEAO qui fait. C'est aussi la preuve que, bon, ce n'est pas sa tasse de thé, quoi. Donc, que ce soit l'Union africaine, CEDEAO, bon, pour lui, c'est l'Afrique. Donc, ça aussi, c'est un message qu'il faut que les Togolais comprennent que Macron ne dort pas ou bien ne se rase pas en pensant seulement au Togo. Lui, il a d'autres chats à fouetter et qui s'alignent derrière. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO est en train de concocter? Cela voudrait dire qu'ils ont l'aval des puissances étrangères par rapport à la décision qu'ils prendront. Et donc maintenant, à l'avenir, il faudra appeler un chat, si c'est le cas. Mais si, bon, on essaie de masquer un peu les choses et ça donne lieu à des supputations, à des interprétations où finalement l'opinion a du mal à se situer. Je crois que ça risque de ne pas rendre... Alors finalement, Ferdinand Haïté, est-ce que cette sortie de professeur Alpha Condé met fin aux polémiques autour de ce sujet, où il vient rajouter quand même à ces interprétations de gauche à droite? Non, moi je pense qu'il n'y avait pas de polémique. Je pense qu'il y a une semaine dans ce studio, je disais que ce communiqué n'était pas en fait ambigu. Il fallait juste comprendre la démarche des facilitateurs. Ils sont quand même venus dans le pays du président de la CEDEAO, qui est en exercice. Oui. Voilà, donc le bon sens, ou je ne sais pas, les manières voudraient que, bon, on ne puisse pas se lever, tirer des choses à l'emporte-pièce. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous lisez bien le communiqué, vous comprenez que la date indicative, telle qu'il a précisé, est tributaire des réformes. C'est pour ça qu'ils ont mis souhaitable. J'ai précisé ici le mot souhaitable, c'est tributaire des réformes. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réglé le problème en amont... Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas clairement comme cela? Non, mais je pense que est-ce que la diplomatie, oui, mais est-ce que la diplomatie suppose qu'il ne faut pas être précis dans cette pensée? Je pense que le communiqué reflète la nature des discussions qu'il y a eu dans la salle. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, la nature des discussions. Oui, mais sans te couper, bizarrement, ce n'est pas nous qui nous plaignons. C'est ceux qui étaient dans la salle qui aussi ne comprennent pas ce qui est dit. On a voulu mettre les préoccupations de chacun dans le communiqué, mais sachant que le fond de la chose est autre. Fabrice se disait, est-ce que ce n'est pas à ça qu'on assistera le 31 juillet prochain? Je pense les présidents, c'est-à-dire où nous dirons, bon, vous aussi vous avez raison. Vous aussi, vous avez raison, et on coupe la poire en deux. Moi, je ne suis pas un devin pour savoir ce à quoi on va s'attendre, mais ce que je sais, et on l'a dit dans notre parution de mardi, que Faure Gnassingbé essaie de contacter, parce que qu'est-ce qui a déclenché, par exemple, le fait qu'au lendemain de ce communiqué, 2 jours après, il a pris son bâton de pèlerin, vous l'avez rappelé, pour aller au Nigeria, ou pour voir Buhari, ils ont dit c'était une visite... l'amitié de travail et tout ça, et moi j'étais très surpris que le président de la CEDEAO, pour voir son voisin nigérien, est obligé de passer par d'autres personnes pour négocier une audience et tout. Vous avez vu la fille qui est dans le... Oui, la fille qui était sur la photo, qui a fait jaser dans les forums WhatsApp, tout le monde est allé de son commentaire. Vous la connaissez? Cette fille, c'est la fille de Abiola, de l'ancien opposant nigérien qui avait gagné les élections, qui a été assassiné. C'est sa fille qui est dans le lobbying, au fait. Elle est entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. C'est une amie de Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas une fille, c'est une dame très âgée. Elle a déjà des enfants qui sont à l'université. Donc, elle a des entrées faciles chez Buhari. Buhari venait d'ailleurs de réhabiliter son père. Donc, c'est elle qui a négocié l'audience. Et elle est Yoruba, mais elle parle facilement à Hausa. Oui, mais c'est bizarre. Non, c'est des choses réelles que je vous dis. C'est le président de la CEDEAO. Et donc, je vais vous expliquer la complexité des choses. Est-ce que quelqu'un a pu mettre le nom sur le visage de cette fille depuis que les gens faisaient des spéculations? Non, moi je parle. C'est la fille d'Abiola. C'est elle qui a négocié l'audience, moyennant une facture. Et non, donc, non. Mais attendez, je ne suis pas en train de plaisanter, je dis des choses sur des médias quand même. Vous voulez dire que pour que Faure Gnassingbé voit Buhari, il faut la négociation. Mais attends, ce n'est pas la première fois que Faure Gnassingbé voit Buhari. Je pense que je suis quand même clair dans ce que je suis en train de dire.
Et donc, je pense que lorsque on est dans une situation comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et puis après, le lendemain, on est chez Alassane Ouattara à Sini. Et puis bon, là-bas, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a eu rien, mais on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Togo apparaît comme le grand corps malade de la CEDEAO, que tout le monde essaye de guérir. Parce que tous ceux qui parlent du Togo aujourd'hui, ça dépasse nos frontières. La CEDEAO, la France, les États-Unis, tout le monde en parle. Ça veut dire qu'il y a un réel problème ici qu'il faut régler. Maintenant, quel est le niveau de responsabilité, le niveau de conscience des uns des autres pour pouvoir régler le problème? Ça fait 25 ans ou 26 ans qu'on traîne cette affaire depuis 90. Est-ce que les gens sont véritablement engagés pour qu'on sorte définitivement de la crise, ou les gens vont toujours maintenir la crise? Bon, on verra dans les jours qui viennent. Mais moi, je pense fondamentalement que d'ici quelques mois, peut-être les lignes vont bouger. Et je ne suis pas trop d'accord avec ce que Fabrice disait en disant, bon, la France est en train d'user de la diplomatie. Et vous savez très bien que dans notre territoire ici, on ne peut jamais régler le problème du Togo et influence de la zone française sans passer par la France. En 2005, qui a donné l'orientation? Oui, mais on a écouté Macron. Ferdinand, oui, on a écouté Macron. Au moins, lui, il a été clair. Oui, non, c'est l'hypocrisie de la nouvelle politique française. En disant, oui, nous ne sommes pas devant. Nous laissons ça aux Africains. Mais ils sont devant. Ils sont, en fait, c'est la manœuvre. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Sinon, au nom de quoi Macron irait au Nigeria et le Togo serait à l'ordre du jour, par exemple? Je vous avais dit ici depuis des semaines que Macron viendrait au Nigeria et parlerait du Togo. Au nom de quoi? Mais ils sont derrière. Et vous savez que ceux qui financent, par exemple, la CEDEAO, c'est les Européens à 90%. Oui, ça on le sait. C'est l'Union européenne qui finance la CEDEAO à 90%. Les 10% même que les États doivent cotiser pour payer les sièges, tout ça, les gens ne cotisent pas. C'est les Blancs qui financent. Donc les Blancs actionnent toujours derrière. Mais pour des raisons de néocolonialisme, ils vous diront, oh, nous ne sommes pas dedans, c'est une initiative africaine, il faut que les Africains règlent le problème. Voilà. Abi Alpha. Pour appuyer ce que Ferdinand a dit, comment ça s'est produit pour que le président Alpha Condé revienne sur la polémique à Nouakchott? C'est en fait, je confirme ce qu'a dit le confrère. La polémique autour d'aller aux élections. La polémique que les gens ont créée, sinon en fait, il n'y avait pas de polémique par rapport à ce sujet, ça c'est clair. Parce qu'un texte, c'est une suite d'idées, ce qui a été dit là-bas était très clair, à moins que les gens ne veulent pas comprendre. Au fait, les chefs d'État étaient là, je crois qu'il y avait autour de... il y avait Alpha Condé, il y avait, je crois bien, le Gabonais, ils sont 3 ou 4 comme ça, en train de se concerter comme ça dans le hall, en attendant de rentrer, c'est-à-dire dans la salle pour que les choses commencent à Nouakchott quand Macron est arrivé. Quand il est arrivé, en même temps, il est rentré, il apostrophe le professeur Condé, mais professeur, autre que vous êtes allé jusqu'à fixer les élections? Non, c'est pas ça, hein, monsieur. Et puis, bon, c'est ça, la presse là-bas, hein, et c'est comme ça que Alpha Condé est ressorti, fait le recadrage. Non, je ne crois pas. Non, c'est pas comme ça. S'il vous plaît. Abi, j'ai pas envie de dire ça. C'est pas comme ça. On a vu que le professeur Alpha Condé, dans une interview sur France 24, il a parlé, le lendemain sur RFI, il s'est exprimé de nous. Abi, on est au vendredi. S'il vous plaît. Laissez que je fasse mon mensonge. Vous avez vos cas, ou bien. N'est-ce pas? C'était une fille et un homme qui ont. Ou bien c'est pas ça. Qui ont interrogé le président. Bien sûr. Ce n'est pas ça? C'est ça. Ce n'est pas ça? Alpha, ceux qui ont pu être là-bas, c'est tellement que la Forum Yasmé était très représenté. Il était là. Les gens ont dû le suivre. Et donc les gens ont dû le suivre. Je sais pas, vous aviez quelqu'un dans le couloir. S'il vous plaît, interrogez-vous dans quelles conditions Alpha Condé est arrivé dans la salle. Dans quelles conditions il y a eu interview. Ça, c'est une parenthèse. Donc, est-il qu'il n'y a pas de polémique? Comme les gens voulaient créer la polémique, ils l'ont créée. Alpha Condé, Macron a voulu davantage comprendre. Alpha Condé a bien précisé que lui n'avait pas créé de polémique, c'était clair. Donc, ça c'est un. Maintenant, par rapport à l'affaire du Nigeria, la visite du président c'était très simple. Au fait, dans la veine. Parce que ce que disait Ferdinand tout à l'heure, vous savez, on a déjà lu que, bon, Faure Gnassingbé a été convoqué par le président Buhari. Là, Ferdinand nous dit qu'il n'a pas été convoqué, mais ils ont demandé à rencontrer Buhari. En fait, ça fait longtemps, j'ai toujours dit que ça fait longtemps, au moins 6 mois, que Faure Gnassingbé cherchait à rencontrer Buhari. Ça n'a pas marché. Secondo, la dernière fois, je vous ai dit ici que
au-delà de ce que nous avons vu dans le communiqué, il y avait un objectif que les médiateurs, en arrivant ici la dernière fois, le 27, ils visaient, qui n'a pas marché, c'est de faire signer à Faure Gnassingbé l'engagement de ne pas se présenter en 2020. Ça n'a pas marché. Et c'est après cela, après cette rencontre ici, que Boira a convoqué Faure Gnassingbé. C'était une convocation, ça c'est clair. Maintenant, ça peut pas être une convocation. Non, ce que Ferdinand dit, c'est la rédaction de Ferdinand. C'est comme moi j'ai dit, c'est ma rédaction. J'ai déjà écrit. Mais tu as dit que tu voulais appuyer ce que Ferdinand a dit au départ. S'il vous plaît. Ce que Ferdinand a dit, c'est sa rédaction. Ce que j'ai dit, ça engage ma rédaction. Oui, bien sûr. Et j'ai déjà écrit hier que c'est une convocation. Vous pouvez aller parcourir les J'ai parcouru votre journal. Donc, moi je pense, et je redis bien que c'était une convocation. Maintenant, pourquoi l'audience a eu lieu à Kachina? Kachina, c'est la ville natale de Boari. Il est pelé à Oussa. Il est là-bas de temps en temps, surtout ces derniers moments, dans le cadre des préparatifs pour ces élections dont il se prépare le 15 avril prochain. Au fait, l'audience devait se tenir à Abuja. Mais ça veut dire que Boari devait recevoir de retour de Mauritanie parce qu'il devait quitter Kachina directement pour la Mauritanie. Et c'est de retour qu'il reste avec Macron à Abuja. Donc c'est en cela que la dame là, la fille à Biola là, qui a chemin entre le fils de Obi Ngoma en Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est en cela que la dame là qui a des entrées là-bas, comme l'a dit le confrère, c'est une Abiola, elle a des enfants qui sont déjà à l'université. C'est en cela que la dame là a joué un rôle. Et Faure Gnassingbé a préféré aller le trouver dans son Kachina natal. Ça c'est clair. Donc je crois que dans nos colonnes ça a été clair. Donc moi je pense que tout ça là, ce sont des détails. Mais il y a la crise, elle est là. Et de la sortie, alors au niveau de la sortie du recadrage d'Alpha Condé à la sortie de Macron, je crois que les choses sont assez claires. Celui qui comprend, comprenne quoi. Quelle est votre réaction par rapport à tout cela, Carrington Wela? Non, moi je rejoins Fabrice à 100%. Vous savez, il ne faudrait pas continuer de langage diplomatique en langage diplomatique à nous permettre d'enliser encore plus la crise. Parce que j'ai bien envie plutôt un jour de lire un communiqué de ces facilitateurs que tout le monde peut comprendre de Dapawa Lomé. Que ça ne donne pas en fait derrière, parce que c'est toujours ça. Tous les communiqués qui... Qu'on n'a plus besoin qu'on nous explique. De Nana Akufo-Addo à Alpha Condé aujourd'hui, toujours quand on a fini de communiquer, il y a toujours eu des interprétations de gauche à droite et finalement, on ne sait finalement pas réellement qu'est-ce que les communiqués disent. J'ai bien envie qu'on dise, bon, écoutez, pour la crise togolaise, c'est ça, il faut le faire. Et comme ça, on verra qui est d'accord et qui n'est pas d'accord de cette année, on aura aussi besoin d'une explication après le 31 juillet. Justement, ça fait peur. Et le souci, c'est que comment est-ce qu'on va aller d'explication en explication? Ça fait la quatrième fois. Alors, est-ce qu'après le 31 juin, il faudrait alors qu'Alpha Condé ressorte encore pour essayer de recadrer quelque chose? Et maintenant, si le grand frère Abi dit que même Macron n'a pas compris, donc c'est qu'il y a un problème. Si même Macron n'a pas compris, alors il y a un problème. Macron qui est français, s'il n'a pas compris. Et comment on veut que moi qui viens de ces montagnes de la Bina, je puisse comprendre ce qu'on dit? Donc il faudrait qu'on ait un communiqué dans lequel on nous dit clairement la feuille de route, c'est ceci. Et maintenant, on verra après quels sont ceux qui veulent suivre cette feuille de route ou pas. Et comme ça, l'opinion sera située et on ne sera pas là en train de faire encore des interprétations après. En tout cas, la facilitation a demandé au gouvernement togolais de voir la possibilité que des manifestations soient possibles sur l'ensemble du territoire national. Même cela, on dit justement, les facilitateurs disent la possibilité de le faire. Bien sûr. Mais derrière, on dit les facilitateurs ont autorisé les manifestations. Je ne sais pas si les facilitateurs sont devenus l'autorité qui décide qu'il y a manifestation ou pas. Voilà. Oui, moi je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Abi Alpha, sur tout son développement. Il y a beaucoup de contradictions là-dedans. D'abord, il dit que c'est une lettre de convocation. Bon, j'attends dans les prochains jours
qui m'est publié. Il n'y a pas de lettre. Vous avez dit, il a été convoqué. Oui, il a été convoqué. Donc j'attends la lettre de convocation dans les prochains jours, dans sa parution, pour en être certain. Mais au même moment, il parle de convocation, mais au même moment, il dit qu'il y a eu une facilitatrice qui a négocié la rencontre entre Faure Gnassingbé et Bouhari dans son village natal. C'est une contradiction. Alors si Bouhari convoque Faure, alors pourquoi maintenant il doit... Ce que moi j'ai pu comprendre, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé devait être reçu après Nouakchott, à Abuja. Maintenant il veut anticiper et on a eu besoin d'une dame. Voilà. Non, c'est ce que j'ai compris. Ça ne se passe pas comme ça entre État et État. D'abord, un autre chef d'État ne peut pas convoquer un autre. Donc, il faut ranger ça dans la corbeille. Et puis, de deux, s'il faudra besoin de voir Bouhari, il n'a pas besoin d'un intermédiaire. Je crois que le Togo dispose d'une diplomatie et ça peut se jouer à ce niveau. Qu'est-ce que la belle dame cherche dans le lot? J'ai pas envie de le savoir parce que les Nigérians également ont besoin d'avoir des cadres dans leur délégation. La preuve, c'est une Nigériane. Et donc, qu'elle le fasse si c'est une agence pour négocier. Laisse-moi terminer. Je ne savais pas qu'il y avait des agences qui négocient des rencontres avec les chefs d'État moyennant. Mais si, c'est maintenant de le savoir. Et donc, dans ce cas de figure, que ce soit dans son village natal, il y a plein de chefs d'État qui reçoivent dans leur village natal. Faure a reçu des gens parfois à Pia. Donc ça aussi, ce n'est pas un élément pour alerter les gens. Maintenant, venons-en à Macron. Je crois que je l'ai toujours dit, le gars est resté constant dans ce qu'il a toujours dit. Et nous l'avons écrit cette semaine, la CEDEAO a un penchant pour les élections. Ça saute aux yeux. Et donc, quand vous voyez le communiqué... on finira par aller aux élections quand même. Oui, bien évidemment. Donc, quand vous voyez le communiqué et quand vous prenez les premières réactions de Macron par rapport à la situation togolaise, il a toujours dit qu'il n'y a que les élections qui peuvent départager. Et aujourd'hui, quand il dit qu'il s'aligne derrière ce que l'Union africaine, naturellement la CEDEAO fait, c'est que sa position n'a pas du tout changé à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, je crois que vous avez vu, après ce communiqué-là, qui s'est alarmé au prime abord, c'est l'opposition, c'est la coalition des 14 qui a parlé au départ de contradiction dans cela, en évoquant la date indicative et puis la suspension du processus électoral. C'est l'opposition qui a parlé de contradiction au départ et qu'il a fallu que les gens reprécisent leurs idées. Sinon, effectivement, le communiqué est clair et limpide, mais sauf que ils ont estimé qu'il y a un nœud quelque part qui risque de donner lieu à des interprétations diverses. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va trop vite en besogne. On attend voir qu'est-ce que la CEDEAO va sortir. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un mouvement quand même sur le plan national qui est très proche de ces milieux-là, qui commence par d'avoir tiré la sonnette d'alarme par rapport au contenu de ce qui peut être qualifié de feuille de route de la CEDEAO. Quand vous voyez un peu aujourd'hui les gesticulations au niveau du mouvement Togo Debout, vous comprenez clairement que il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme certains tentent de nous le faire croire aujourd'hui. Donc, très bien. Patience et on verra ce que la CEDEAO ça sortira. Fait le 31 juillet prochain. Moi, je voulais juste dire, je ne suis pas en partie d'accord avec ce que Fabrice a dit, parce que c'est souvent très facile de dire oui, entre chefs d'État, on peut s'appeler, dire ça. Non, c'est pas évident. Dans la réalité, c'est pas évident. Vous savez combien de fois, quand Hollande était président, il faudra demander des audiences par des intermédiaires avant d'être reçu. Actuellement, vous savez combien d'envoyés on dépêche à l'extérieur, Robert Doucet, Reki Amadougou, combien de chefs d'État on sollicite pour avoir une audience? Parce que la réalité, c'est ça. Dans le monde diplomatique. Vous savez, qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis que... Vous savez pourquoi le Togo a voté en réalité pour le transfèrement de la capitale, de l'ambassade là-bas? Oui, c'est pour se faire recevoir par Trump. Et vous savez quel lobby est en train de faire ça? C'est le lobby juif. Donc, c'est pas une histoire de dire que... Oui, c'est pas une histoire de dire que c'est les chefs d'État qui peuvent s'appeler. Ça ne se passe pas comme ça dans la diplomatie. C'est pour ça que j'ai dit ils ont des services diplomatiques. Tu as parlé de Robert Doucet, je suis d'accord. Oui, c'est la diplomatie. Même au niveau du Togo, on ne rencontre pas Faure Gnassingbé comme ça. Il faut forcément de la diplomatie. Mais quand tu me dis qu'on a payé, quand tu me dis qu'on a payé pour négocier le... C'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est comme ça que ça se passe dans les relations internationales. Parfois, quand vous êtes en position de faiblesse, vous avez besoin d'intermédiaires pour vous ouvrir des portes. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Vous avez beau être chef d'État, c'est comme on dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est comme ça que ça se passe dans le monde diplomatique. Bien. Donc, matin, vous avez parlé de la C14 qui préparerait
Mango, je crois Sokodé, Bafilo, quand même pour des manifestations. Mais nous avons appris quand même des meetings qu'ils veulent faire dans ces localités-là pour essayer de voir si le tas de sièges est levé, tout ça. Ils sont en discussion. Mais bon, ils veulent tester la bonne foi du gouvernement. Je pense qu'il y a des discussions comme ça qui sont en cours pour essayer de voir s'ils peuvent aller dans ces villes-là, reconforter les populations depuis qu'il y a eu l'état de siège, avec les nouvelles recommandations des facilitateurs. Et puis une manière de voir si aussi le gouvernement va respecter sa parole donnée. Bon, en tout cas, nous avons appris que le PNP s'est opposé aux manifestations, comme cela a été annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. La coalition, elle veut organiser des meetings dans les villes assiégées comme Mango, Bafilo et Sokodé. Pourquoi la coalition a-t-elle peur de déverrouiller finalement d'autres localités à Bialfa? Vous avez une idée là-dessus? Je crois qu'on peut dire que depuis les événements du 19, tout le monde a suivi comment ça a évolué. Dans certaines localités, tout a été organisé en ce sens qu'on envoie des délégations faire la mobilisation, dessiner l'ossature de la mobilisation. Par contre, certaines villes se sont senties concernées, elles sont rentrées, elles ont mis la main à la pâte. Au même moment, il y a des villes là, depuis là, ça dort. Donc, c'est en cela que moi, je pense que si personnellement, peut-être que je me trompe, si actuellement on doit puisque actuellement, pourquoi depuis là, il est question de ne pas faire de meeting pour le moment, c'est pour qu'on refasse encore la mobilisation, que chacun ressonne encore dans sa base pour que ça réponde au vrai sens du terme. C'est vrai que les gens qui ont bâti le pavé depuis ces moments-là, jusqu'à présent, il y a eu ça dans aucun pays, ne serait-ce qu'en Afrique. Mais puisqu'il y a un régime qui continue par s'entêter malgré ce ras-le-bol, il faut encore aller davantage. Donc s'il faut encore mobiliser, je ne crois pas que c'est les villes. Pourquoi on a mis Sokodé, Bafilo et Mango en état de siège? C'est parce qu'ils ont compris et très tôt ils sont mobilisés. Ça fait partie des villes qui sont le fer de lance de la mobilisation. Les trois villes-là, en termes de sortie en masse de la population, est-ce qu'on a besoin de les réveiller? Je ne crois pas. Mais la stratégie, au niveau de la coalition, les politiques, ils ont les raisons. Je crois qu'ils sont en train de faire ce débat-là. Mais au même moment, il y a à côté des localités, puisqu'on a la chance d'avoir une coalition qui est cosmopolite, où c'est un multipôle de tous les Togolais venant de tous les horizons. Mais je vois des gens actuellement dans la coalition, dans les localités, depuis là, ça n'a pas bougé. Et je m'interroge, il faut que chacun retourne, il faut que chacun mette la main à la pâte pour que vraiment, si demain il y a mobilisation, qu'on sache qu'il y a mobilisation. Là où les gens se mobilisaient, on comprend qu'on n'a pas de fief. Là où les gens mobilisaient, là où les gens mobilisaient que ça dort maintenant, qu'on réveille les gens. Non, mais c'est pas comme ça les partis politiques sont conçus. Un parti politique ne se conçoit pas seulement dans une seule ville qu'il doit aller réveiller. Ça va à l'encontre de la charge des partis politiques. Oui, parce que je suis obligé de prendre la parole parce qu'on n'a plus de temps. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un parti bien implanté, vous devez réveiller Aného, vous devez réveiller Palimé, vous devez réveiller Kara. On ne peut pas se limiter à une seule ville et dire que je vous donnerai la parole. J'espère que tu vas me donner la parole. Vous faites de l'indiscipline au niveau du plateau. Vous êtes d'accord qu'il y a des villes qui dorment et qu'il urge de réveiller les gens. Là où les gens étaient mobilisés et ils redorment, merci beaucoup, Abdelfa. Là où ils ne sont jamais réveillés, il faut les réveiller. Mais là où on a assiégé la ville parce que les gens étaient trop réveillés, merci beaucoup. Karine Tonou est là maintenant. Est-ce que franchement, il faut faire encore des meetings, des manifestations avant que la CEDEAO se prononce sur la crise togolaise? Il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on a gagné avec ce qu'on a déjà fait comme meeting? Ça n'entend lui donne plusieurs villes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné avec les meetings qu'on a déjà fait? S'il y a du bon dans ce qu'on a fait comme meeting, alors on continue. Mais s'il y a du mauvais,
Ça sert à rien de continuer, il faut qu'on arrête. Oui, non, moi je suis farouchement contre les partis préfectoraux ou de canton. Un parti politique, je crois que la charte des partis politiques... C'est national. C'est national. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment un parti bien implanté, vous pouvez réveiller d'Apaon. Vous n'avez pas besoin d'être originaire de Kara pour créer un parti politique exclusivement composé de caviers pour pouvoir, à temps opportun, réveiller les caviers. Non, c'est pas ce que la charte des partis politiques dit. Si aujourd'hui, un parti politique dit que c'est lui qui a la dynamique, il faut qu'il soit capable de bouger. On ne sait pas une affaire de frères. C'est un problème du pays et qu'il faut que quand vous êtes vraiment fort, il faut être capable de bouger partout. Il faut être capable de gagner partout. Merci beaucoup et c'est la fin de Taxi Presse de ce vendredi, la grande messe de vendredi. Merci à Fabrice Pekézi, le patron du journal Le Libéral, Cariton Ouela qui gère la rédaction de Vox Populi, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative et Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. C'est bien ça, messieurs. Merci beaucoup. C'est pas moi. Non, pas du tout. Merci à Francis Daye qui a assuré la coordination. Merci à vous. Passez un excellent week-end. Appelez-moi Eric Gato. À bientôt. 93.1 Taxi FM.